Tapé Goubera, vous avez pu observer tous ces échanges qui ont commencé depuis ici. Je vais vous donner la possibilité, vous aurez le droit de réagir, oui ou non, sur le sujet du Centrafrique, mais allons justement avec la RDC, qui est notre sujet principal. Pensez-vous que nous sommes sur une question stratégique? Le président Tshisekedi, il a enfin réfléchi à quelque chose qui serait merveilleuse pour son pays, parce que depuis là, on a le sentiment qu'il fait ou bien il joue à tâtons. Il essaie ici, ça ne marche pas. C'est comme si à tout moment, il est dans la période d'essai. Jusqu'à quand va-t-il essayer? Même si les États-Unis sont intéressés par les minerais de son pays, est-ce que nous avons le sentiment ou l'assurance, bien entendu, qu'il y aurait cette protection ou cet appui militaire du côté des États-Unis? Jusqu'ici, on n'a pas vu véritablement de puissances étrangères qui pourraient avoir des relents d'impérialistes à accompagner les pays africains, mis à part la Russie qui s'est démarquée dans sa façon d'agir en appuyant dans d'autres cas de partenariat des pays. Nous avons le cas du Centrafrique aujourd'hui, nous avons le cas des pays de l'AES qui ont une montée différente des autres pays où ces puissances ont généralement eu à réagir. Et d'ailleurs, même se dit que les États-Unis sont déjà sur le sol congolais, mais travaillent plutôt avec d'autres structures. Comment est-ce que vous comprenez la situation en RDC? Bien, merci. Il faut savoir que nous avons publié il y a quelque temps, lorsque les rebelles, enfin moi j'aime pas le mot rebelle, je préfère plutôt parler de mercenaires du M23 ont récupéré la zone du nord du Kivu. Et nous avions demandé, enfin c'était notre lettre ouverte que nous avons fait au président Tshisekedi, que nous avons trouvé incompétent. Et même la semaine dernière, notre position était claire. Certainement, peut-être que certains l'ont mal pris en disant que nous voulons la guerre. Non, ne sais pas que nous voulons la guerre entre les Africains. Nous, notre demande est claire et simple. On dit au président Tshisekedi, avec le pays qu'il a et qui a les ressources qu'il faut, devait chercher à protéger sa population. Parce que nous sommes toujours dans cette logique pour dire que tout individu sur Terre, la première chose dont la personne a besoin, c'est sa sécurité physique. Si vous n'avez pas de sécurité physique, rien de chose ne marche. Ensuite vient la sécurité alimentaire. Or, en République démocratique du Congo, dans cette zone-là, les populations, les citoyens n'ont pas ce que j'appelle la sécurité physique. Ce n'est pas seulement dans cette zone, elle est sensible, mais pratiquement dans le Congo. Et le président Tshisekedi, il joue avec les Congolais, alors que l'heure n'est pas au jeu. Dans une de vos émissions, j'ai montré déjà qu'avant son premier mandat, il avait fait plus de 120 voyages. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, il était à Berlin, on ne sait pas quel titre, il fait quoi là-bas, etc. Et on se rend compte, en fait, il prend l'argent du contribuable pour ne pas regarder le problème. Et nous avons donné toujours ce proverbe africain qui dit comment comment se fait-il que la biche ne se fait pas attraper par la panthère? La biche ne va pas se plaindre au lion pour dire au lion de demander à la panthère de changer de régime alimentaire. Je répète, la biche ne se plaint pas auprès du lion, roi de la forêt, pour dire au roi de la forêt, le lion, de dire à la panthère de changer de régime alimentaire. Elle crée les conditions de telle sorte que ce soit le lion lui-même ou la panthère, elle va s'en sortir. Or, le cas de M. Tshisekedi, c'est dans ce jeu, il est. Mais nous comprenons, parce qu'ils ont tous, que ce soit Kagame ou comment on appelle, ou Tshisekedi, ils ont le même maître. Ce n'est pas des gens qui sont des souverainistes. Kagame met la vie des Rwandais en danger. De la même manière, Tshisekedi met la vie des Congolais en danger. Vous avez des populations qui peuvent se regarder en chaîne de faïence, alors qu'au sommet, c'était un jeu, puisqu'ils ont le même maître. Ça s'est vu. Il y a 7 jours, ils se sont retrouvés en catimini, là-bas. Pour faire quoi? Pour parler de quoi? Et là aussi, c'est là la honte
que nous avons de parler des institutions africaines, comment se fait-il que l'Union africaine n'est pas capable d'appeler ces deux personnalités et leur donner injonction d'arrêter toutes ces bêtises? Pendant que nous voyons une projection vers le futur, nous voyons aujourd'hui que nous avons 2 ans. J'insiste dessus chaque fois que je prends la parole. Pendant que Trump s'occupe de tous ceux qui lui ont fait misère, notamment des dirigeants occidentaux, nous avons là une possibilité de nous préparer de telle sorte que la bataille que l'Europe doit nous, comment on appelle, faire, nous ayons quand même quelques moyens. Je rappelle à toute fin utile, parce que c'est très important. D'aucuns vont penser que je fais une digression. Peut-être oui, peut-être non. Vous savez qu'ici où nous sommes en Europe, au niveau de l'Union européenne, le leitmotiv, c'est qu'il faut tout faire pour armer comment on appelle, l'Europe. Parce que pour eux, on crée ce qu'on appelle l'épouvantail de la Russie. Mais en réalité, ils ne pourront jamais, même les États-Unis ne pourront jamais atteindre militairement, en termes de puissance, la Russie. À plus forte raison, l'Europe. Mais quand ils le font, c'est pour qui? Pour ne pas dire c'est contre qui? C'est contre l'Afrique. Vous avez vu le général Lepointe dit que dans 5 ou 10 ans, ils doivent venir reconquérir l'Afrique pour leurs intérêts. Et là, vous avez des dirigeants qui ne comprennent rien. Je vais donner une petite citation et je vais peut-être, un extrait. Voilà, cet extrait, je vais le faire court, mais cet extrait a été donné le 2 août 1939. 2 août 1939, c'est la lettre écrite par Einstein à Roosevelt. Il dit, des récents travaux réalisés par E. Fermi et L. Isia, lesquels m'ont été communiqués par manuscrit, m'ont amené à penser que l'élément iranien peut transformer en une nouvelle importante source d'énergie dans le futur immédiat. Certains développements semblent exiger de la vigilance et, si nécessaire, une action rapide de la part de l'administration. Je crois donc qu'il est de mon devoir de porter à votre attention les faits et recommandations suivantes. Au cours des 4 derniers mois, il est devenu probable, aussi bien par le travail de Joliot en France que par celui de Fermi et de Cilla en Amérique, qu'il sera possible de mettre en marche une réaction nucléaire en chaîne dans une grande masse d'uranium dans laquelle une vaste quantité d'énergie et d'éléments nouvellement créés s'apparente au radium sera générée. Maintenant, il semble pratiquement certain que cela pourrait être atteint dans un futur immédiat. Je saute le paragraphe, je vais venir. Voilà, c'est comme un chant qui dit. Il dit les États-Unis n'ont que de très pauvres minéraux d'uranium en quantité minime. Il y a de bons minéraux au Canada et dans l'ex-Tchécoslovaquie, alors que la plus importante source se trouve au Congo belge. Nous sommes le 2 août 1939. Donc, ce qui veut dire que le Congo belge, comme on l'a appelé aujourd'hui la RDC, a été, vous imaginez, nous sommes en 1939, on a donc répertorié les ressources qui sont dans ce sous-sol. Et M. Tshisekedi ne peut pas dire que lui, c'est conseiller, même si peut-être lui, il est ignorant, peut-être, mais c'est conseiller. Il y a quand même beaucoup de connaisseurs, des professeurs d'université, des géologues qui savent, ou bien des géopoliticiens qui savent ce qu'il y en est. Quand vous avez quelque chose de très, très riche tel que ça, il faut chercher à le protéger. Mais ce n'est pas ce qu'il se passe. Et là, la bataille géopolitique et géostratégique dont a parlé mon frère Cheikh Laoussop, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette situation. Les États-Unis ne viennent pas, notamment Trump, il ne vient pas pour sauver les Congolais. Allah, loin de ça, rien, loin de là. Loin de là. Loin de là. Sinon, ils devaient sauver le Congo. Il y a longtemps, ils auraient empêché le M23 ou bien, comme on appelle M. Kagame et ses groupes, ceux qui parlent de droits de l'homme. Il y a longtemps, ils les auraient stoppés. Non. Vous avez vu ce qui se passe comment on appelle, entre, comment on appelle, le président Poutine et le président Zelensky, en ce qui concerne. Trump intervient simplement pour que la manne ou bien la part qui devait lui revenir, que la Russie ne la récupère pas. Puis c'est dans le Donbass, c'est tout ce qu'on appelle les terres rares, c'est-à-dire c'est 23 minéraux. Donc, son objectif, c'est de bloquer
de telle sorte que même s'il y a une petite partie, ils peuvent la récupérer. Ça, c'est entre eux, déjà, les Blancs, si on veut prendre. À plus force, nous, les nègres. Donc, il ne viendra pas. Je suis étonné quand il dit oui, il va signer un contrat. Quel contrat vas-tu signer avec les États-Unis pour toi? À la limite, ils vont te donner, s'ils veulent, peut-être quelques armes. Mais quel genre d'armes? Le temps que tu fais, parce que déjà, avec un État, ils vont payer plus cher, mais avec des rebelles, les mercenaires, ils payent moins cher. Pourquoi vont-ils prendre le risque de faire ça? L'espace qu'ils vont occuper, ils vont même, puisque ce sont eux qui sont les maîtres, ils vont demander aux gens du M23, ne venez pas attaquer. On a vu ici, il y a tellement d'exemples. Quand les Français ont occupé le Mali pendant 10 ans, en aucun moment, je crois que quelqu'un l'a une fois dit qu'il n'y a jamais eu une seule fois où un militaire français à vélo a été attaqué. Parce que la zone dans laquelle ils étaient, ils ont dit aux personnes qui payent les mercenaires, ne venez pas là. Donc, ils vont occuper une zone, ils vont créer un centre de, je ne sais pas, de recherche ou bien je ne sais pas quoi, en même temps, dans leur zone militaire, et ils vont s'occuper de ce qui est au-delà. Ne peuvent sauver les Congolais, le Congo que les Congolais et les Congolaises. C'est pour cela, nous insistons et nous réinsistons. La seule possibilité, c'est d'acheter les moyens et de les mettre à la disposition de l'armée congolaise. De telle sorte que l'armée puisse libérer son pays. Le Mali, on a l'exemple ici. Nous le disons, ce n'est pas d'aller faire la guerre. Lorsque le président Assimi Goïta arrive et qu'on a donné les moyens à l'armée malienne, elle a libéré son territoire. Le Burkina Faso était à 60%, pourtant la France y était. Les États-Unis étaient, il y avait même une base américaine, était à 60% occupée par des voyous, des mercenaires. Le capitaine Traoré est venu, il a acheté les moyens, il a mis les moyens à la disposition de l'armée et l'armée est en train de libérer petit à petit son territoire. Parce que le problème qu'on a posé, je pense que la fois de nous, on s'est mal compris, quand on pose le problème en termes de oui, ce sont aussi des Congolais. Personne ne nie le fait qu'ils soient des Congolais. Mais la question que je pose, est-ce le fait qu'on soit Congolais, à supposer même que peut-être on leur dénie une griffe, leur nationalité, cela leur donne le droit de prendre des armes pour tuer des Congolais? C'est ça ma question. Est-ce qu'on accepterait, par exemple, en Centrafrique, aujourd'hui nous sommes sur le cas de M. Sayo, qui pouvait faire la politique autrement, mais qui décide de prendre des armes pour tuer les Centrafricains. Lui, là, est-ce qu'on a le droit? Je ne l'ai pas dit sur le plan juridique, je suis d'accord avec ce qu'a développé mon frère Lawson, je revenais dessus lorsque le président... Mais je dis, ce genre d'individus qui se comportent comme des mercenaires, il faut leur opposer la force. Les gens du M23 sont des mercenaires. Ce n'est pas une question de Congolais. On met le parfum derrière de oui, on est des Congolais, on ne veut pas nous reconnaître droit. Mais le fait quelles sont les populations, dans quel pays il n'existe pas ce problème? Moi, je suis en Belgique ici, il y a le problème entre les Wallons et les Flamands. À aucun moment, les gens ne prenaient des armes pour se tuer. À aucun moment. Quand vous allez en France, vous avez le cas des Corses. Vous avez vu les Corses prendre des armes pour dire oui, les Français... Pourtant, c'est une île séparée même de Paris. Mais s'ils s'amusent à prendre des armes, on va les liquider. Pourquoi nous, en Afrique, quand il y a des mercenaires qui sont payés de l'extérieur, parce que les gens du M23 sont des mercenaires, ça n'a rien à voir avec l'histoire des Congolais. Parce que eux, là, ils travaillent non pas pour le Rwanda, ils ne travaillent non pas pour le Rwanda, ils ne travaillent pas non pas pour les Congolais, mais ils travaillent pour eux-mêmes et leurs chefs. On sait aujourd'hui que M. Comment on appelle, Kagame était un élément de, comment on appelle, de la CIA. J'avais dit sur cette même chaîne pour dire qu'il y a ce que j'appelle la doctrine Trump. Et c'est pour cela, dès que Trump est arrivé et qu'il a commencé à mettre en avant cette doctrine, M. Kagame a lancé ses troupes pour récupérer cette zone. Quelle est la doctrine? Et quelle entrée d'entériner? Nous l'avions dit, moi je l'avais dit, et j'en ai parlé à certaines personnes. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui comment on appelle, avec l'Ukraine. C'est-à-dire la zone que tu occupes, c'est ta zone. On remet en cause tout ce qui a été fait avant. C'est d'ailleurs quand Trump arrive, il dit qu'il allait aller prendre comment on appelle, le canal de Panama. Il allait aller attaquer une zone qui appartenait au Danemark parce qu'il va faire une forme de jurisprudence. Il va dire aux Russes, oui, les zones que vous avez occupées, on ne discute pas. Vous les avez acquises. OK.
Donc, moi, si je vais conquérir un espace, je le prends. C'est nous qui avons le droit de veto. C'est nous qui sommes arbitres. Et en même temps, on joue. Donc, c'est nous qui sifflons les fautes, les quatre, soi-disant. On va permettre à la Chine de récupérer Taïwan. On va dire alors au Rwanda de récupérer une zone de la République démocratique du Congo. C'est ça. Ou bien à Kagame, ce n'est pas le Rwanda, mais à Kagame de récupérer une zone de la République démocratique du Congo. Voilà le schéma qui se présente. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire à M. Tshisekedi qu'il ne sache pas. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est distraire les populations, distraire nos frères, nos sœurs congolaises qu'on tue à longueur de journée. C'est lui-même, avant, dans son mandat, il avait dit que dès qu'il est élu, il allait aller s'installer dans la zone. Il ne s'est jamais installé, elle a été prise. Il va négocier pourquoi? Parce qu'il se rend compte que l'étau se sert autour de lui. Et là, maintenant, il veut brader à la fin, c'est-à-dire au finish, tout ce qui appartenait aux Congolais. Non, je pense que ce monsieur-là ne mérite même pas d'être appelé chef d'État parce qu'il n'a peut-être pas l'étoffe ou bien peut-être, en fait, il est tellement, je veux dire, perdu qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. On parle d'une réalité. Ici, c'est comme un père de famille qui n'est pas capable de sécuriser sa maison et il est irresponsable. Le Congo a les moyens. Il faut voir l'argent qu'on utilise pour payer des députés et autres. Et lui-même, il a justifié que les gens vont chez eux. C'est la fois dernière, après la prise de cette zone-là, qu'il a demandé maintenant qu'il y ait un effort de guerre. Alors qu'il est là depuis longtemps, ça fait 6 ans maintenant. Donc, ici, ce qui se joue, c'est que M. Tshisekedi, ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts, ce sont son clan et autres. On l'a vu, quand il allait à Paris, il y a des ministres qui sont restés dehors pour que des cousins, des membres de sa famille soient dans le restaurant où il était à Macron. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Vous voyez? Donc, pour vous dire que véritablement, ce qui se passe là-bas, c'est un business dans lequel M. Tshisekedi est. Il ne cherche pas à protéger les populations. Et ce qu'il y a, il n'y a rien de plus énervant que sa démarche est une démarche honteuse. Et je pense que le plus tôt serait je ne dis pas de faire un coup d'État, mais le plus tôt serait le mieux que ces 3 ans finissent. Et j'espère qu'il ne va pas nous dire qu'il va faire un 3e mandat, parce que sinon, ça sera une situation scandaleuse. Et il n'est pas le seul. Hein. Avant lui, il y a eu Kabila. Toute cette classe politique pourrie, les Congolais. Le Congo regorge de filles et de fils qui sont vaillants, qui peuvent assumer la responsabilité de ce pays et doter les moyens qu'il faut à ce pays-là. De telle sorte que des gens n'oseraient pas venir. Ben, c'est ça. Comme moi, je suis presque sûr même, ils n'ont même pas un drone ou bien même des hélicoptères de combat. Je suis presque certain. Alors que le Congo a les moyens. Le Congo a les moyens. La RDC a les moyens. Ces moyens sont où? On peut faire voyager, aller se promener, faire ça. Voilà ce qu'il y en est. Donc, en ce qui concerne cette situation, moi, honnêtement, mon cœur bouillait. Je pleure chaque jour de savoir que M. Tshisekedi est dans une situation de non-assistance en personne en danger, non-assistance aux Congolais. Moi, Kagame, lui, je le considère que c'est un mercenaire, donc je ne le considère pas. Lui, il a son rôle, et puis les membres de la CIA, on le sait. Okay. Mais, M. Tshisekedi, qui voit cette situation de nos parents de la RDC qui est en train de s'aggraver et qui continue de jouer avec ses nombreux voyages, c'est vraiment à désespérer. Merci à vous, Tapé Goubera. Docteur Sango, quand on écoute l'élément qui sort, c'est comme si on avait en face, on va m'excuser, je ne suis pas ou dévaloriser l'homme d'État que le président Tshisekedi, mais on a l'impression là que nous sommes face à un naïf sur la question, sur des questions politiques, à moins que ce soit il ait une double personnalité qui ne soit pas connue, dans la mesure où il dit des choses, il n'arrive pas à mettre en application, il s'engage sur certains faits qui, en même temps, n'ont rien apporté. Le récent voyage du côté du Qatar avec l'émir du Qatar, Amin Al-Tabani, avait objet un cessez-le-feu avec le président Kagame.
seulement au lendemain, même si les pourparlers avaient été effectués, qu'il fallait continuer, justement, on a toujours suivi des crépitements de balles. On n'arrive plus finalement à comprendre si on doit faire confiance aux propos du président Tshisekedi, eh bien on doit juste l'observer, attendre que son bail finisse et commencer à voir autre chose. Je pense que Tshisekedi est dans une situation qui le dépasse, visiblement. Il est dépassé par la situation sur le terrain. Et face à cela, il fait ce qu'il peut faire, mais la solution ne pourra jamais venir. Le problème de la RDC reste indubitablement lié aussi au profil des présidents qui arrivent à la tête de ce pays-là. Parce que ce qui se passe à la RDC aujourd'hui nous permet de dire que la conquête du pouvoir seul ne suffit pas. Lorsqu'on est politicien, le fait de conquérir le pouvoir par tous les moyens n'est pas le seul élément qui devrait, n'est-ce pas, ici, caractériser les hommes d'État. On voit que Tshisekedi, malheureusement, donne l'impression qu'il a conquis le pouvoir pour le pouvoir, qu'il a conquis le pouvoir sans vision, qu'il a conquis le pouvoir sans un programme. Parce que dans un pays comme la RDC, vous ne pouvez pas vous porter candidat si vous ne définissez pas un programme qui peut permettre à la RDC de se sécuriser, ou du moins qui peut permettre à la RDC d'avoir une sorte, n'est-ce pas, de contrôlabilité de ces régions. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que le premier défi d'un Léviathan, c'est-à-dire d'un président, d'un dirigeant, c'est d'abord de contrôler son intégrité territoriale. C'est d'asseoir l'autorité de l'État dans toute l'étendue du territoire. À partir du moment où l'État n'est pas représenté dans ces derniers kilomètres, ça devient un problème. Et c'est ça le problème avec la majorité des États africains aujourd'hui. Il y a un problème de crise d'État qui se manifeste sur le contrôle du territoire par l'État. En RDC aujourd'hui, nous savons quel est le problème de la RDC. Ce qui se passe en RDC, nous savons les causes. Nous savons pourquoi la RDC n'est pas aujourd'hui en paix. Peut-être malheureusement parce que Dieu a bien voulu que ce pays-là soit nanti en termes de matières premières et de ressources naturelles. Et en cela, nous allons donc poser la question de savoir est-ce que la RDC est victime de ses richesses naturelles et de ses matières premières. C'est ça la problématique aujourd'hui. Ce que Tshisekedi est en train de donner à voir là aux yeux du monde, c'était comme si il était en train de dire que je suis agressé et je vais chercher la solution de cette agression chez mon agresseur. C'est de ça qu'il est question. Parce que les États-Unis aujourd'hui, c'est eux qui sont au cœur de la déstabilisation de la RDC. Depuis la mort de Patrice Lumumba. La RDC a été le théâtre d'opérationnalisation de la CIA en Afrique. Ne pas le dire ou ne pas le reconnaître serait peut-être montre d'une certaine naïveté en termes d'analyse géopolitique en Afrique. Comment aujourd'hui le président Tshisekedi, qui exprime, n'est-ce pas, les destinées de la RDC, qui est président de la République, démocratiquement élu entre guillemets, n'arrive pas à comprendre ce phénomène? C'est vrai qu'on va me dire que la conquête du pouvoir est différente de l'exercice du pouvoir. Mais de vous à moi, Tshisekedi est en train de faire son deuxième mandat. Il est en train de faire son deuxième mandat. Mais il n'arrive pas à se démarquer des erreurs de son premier mandat. On peut peut-être dire que lors de son premier mandat, il ne maîtrisait pas les rouages du pouvoir. Mais rendu à son deuxième mandat, quand même,
on devrait voir les actes sur le terrain qui permettent quand même de dire à la population que le président fait quand même les efforts. La stratégie que Tshisekedi est en train d'impulser est une stratégie qui ne va mener à rien. C'est une stratégie du statu quo. C'est une stratégie, n'est-ce pas, de l'agitation de surface. Pourquoi je le dis? C'est l'agitation de surface parce que Tshisekedi, en dehors de ces multiples voyages qu'il fait à l'étranger, Tshisekedi a de la peine à trouver des solutions en dehors des alliés occidentaux. Quand je dis occidentaux, États-Unis, France, Grande-Bretagne, bref, c'est ce triptyque-là qui fonctionne souvent ensemble dans leur déploiement en Afrique. On voit que le président Tshisekedi est rassuré et convaincu que la solution passera par le partenariat avec ces puissances occidentales. Qu'est-ce qui expliquerait par exemple que le président Tshisekedi ne tente pas une autre stratégie? Parce que la stratégie qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est une stratégie que ses prédécesseurs ont utilisée et que lui l'a utilisée lors de son premier mandat, mais que le problème n'a jamais été résolu sur le terrain. Mais je pense très bien que c'est Einstein qui dit que seuls les idiots tombent dans un piège de foi. Vous expérimentez une solution à un problème. Le problème n'est pas résolu. Mais vous persistez, n'est-ce pas, sur cette expérimentation. Mais ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas normal. Le problème de la RDC aujourd'hui, c'est un problème du déficit, n'est-ce pas, de l'indice de puissance par l'armée congolaise. L'armée congolaise n'a pas l'instrument de se protéger, de se sécuriser. Lorsque vous êtes un dirigeant et vous arrivez à la tête d'un État, vous faites un tel diagnostic. Est-ce que la solution serait de manière durable d'aller tendre la main? Pas du tout. C'est vrai que les crises ne se ressemblent pas en Afrique, mais nous voyons que dans des pareils cas, d'autres présidents ont implémenté d'autres solutions qui ont quand même réussi à faire bouger des choses sur le terrain. C'est le cas du Mali. Il faut rappeler que le Mali était dans une situation c'est-à-dire de disparition. Le Mali avait un problème de sécession qui pesait à la tête de son État. Le nord du Mali était presque coupé. On se rappelle encore de cette visite du président Hollande au Mali qui demandait à son homologue de venir le rejoindre au nord du Mali. C'était déjà acté. Mais on a vu à travers la révolution populaire qui s'est opérée de ce côté-là, comment les choses sont en train de s'opérer sur le terrain et ça porte des fruits. Faisant ce parallélisme de forme, je pense que le président Tshisekedi gagnerait à expérimenter une telle stratégie qui consiste c'est-à-dire à faire endosser d'abord le peuple derrière son combat. Parce que le peuple a souvent ceci de spécificité que lorsque vous ne posez pas des actions auxquelles il se reconnaît, il vous abandonne. Et vous avez de la difficulté à implémenter votre pouvoir. C'est ça le problème. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du processus de gouvernementalité, c'est un processus qui a son fondement sur la légitimité. Et la légitimité, c'est le fait que le peuple soit en osmose avec vous. À partir du moment où le peuple peine à vous accompagner, à se reconnaître dans vos actions, vous aurez des problèmes et des difficultés dans votre processus de gouvernementalité. Donc moi, je pense qu'au Congo aujourd'hui, ce que les Congolais et les Congolaises veulent, c'est que le territoire congolais soit protégé et sécurisé. C'est que les Congolais puissent marcher sans toutefois avoir peur de prendre une balle sur la tête. C'est la seule chose que les Congolais demandent là maintenant. Laissez même l'affaire du bien-être, l'affaire des richesses, du travail. Ça, c'est après. Ce qui est urgent là maintenant au Congo, c'est la sécurité des Congolais et des Congolaises. Et comment on fait donc pour la leur procurer? Il faut que Tshisekedi intègre la logique selon laquelle il doit doter son pays
de l'indice de puissance. L'indice de puissance, comment est-ce qu'on le construit? On construit l'indice de puissance à travers d'abord une politique souverainiste. Vous ne pouvez pas décider de doter votre pays d'un indice de puissance si vous-même, vous n'êtes pas souverain. Si vous avez des problèmes de souveraineté. Parce qu'à partir du moment où vous donnez l'impression que vous êtes une néocolonie, par définition, c'est un pays qui ne peut pas disposer, n'est-ce pas, de l'injonction politique par soi-même. Quand vous êtes une néocolonie, ça veut dire que vous prenez les injonctions quelque part pour implémenter dans votre pays. Et lorsque vous voyez le comportement du président Tshisekedi, il donne l'impression qu'il a de la peine c'est-à-dire à se défaire de cette étiquette de néocolonie. Pourquoi? Parce que toutes ses visites sont toujours vers ses pairs. Pourquoi? Parce qu'il a de la peine à faire avec d'autres partenaires. Bon, on va me dire que jusque-là, il fait avec certains partenaires, mais ce n'est pas quand même à la hauteur de ce qu'il fait avec les autres. Donc, je disais donc que le premier problème aujourd'hui à faire en tant que président de la République de la RDC qui voudrait résoudre ce problème d'insécurité dans son pays, c'est d'abord de faire de la RDC un pays souverain. Quand vous êtes souverain, vous faites ce qui est bon pour vous. Quand vous êtes souverain, vous n'avez pas peur de poser des actions qui entrent dans votre défense. C'est ça le problème aujourd'hui. La négociation, les traités, les trêves, tout ça, ça va peut-être résoudre un problème pour 1 mois, 2 ans, 1 an. Mais le problème va finir par ressurgir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin des solutions? Bon, on va me dire peut-être que le sang se verse, les hommes meurent, tout ça. Mais que servirait-il peut-être de faire une trêve? Et que 2 mois après ou 1 an après, que la même situation recommence. Moi, je pense que l'Afrique doit apprendre à implémenter les solutions durables. Les solutions qui apportent, n'est-ce pas, c'est-à-dire des solutions qui touchent le problème de manière profonde. C'est ça le problème aujourd'hui. Or, on se rend compte qu'au niveau de la RDC, chaque fois, on va vous dire qu'il y a une trêve, il y a peut-être un cessez-le-feu de 3 jours, de 4 jours, de 1 mois, tout ça, comme c'est en train de s'opérer là maintenant. On parle, n'est-ce pas, d'une trêve de 30 jours. Mais après ces 30 jours, on va voir que les deux pays, les deux belligérants vont encore ressombrer dans le même problème. On va faire de ce qu'on appelle du piétinement sur place, du statu quo. Donc moi, je pense que le problème de la RDC, c'est d'abord ce problème de souveraineté. On doit d'abord résoudre cette souveraineté-là et c'est une souveraineté qu'on doit travailler au niveau global africain. Il n'y a pas que la RDC qui souffre de ce problème-là. Parce que si vous n'êtes pas souverain, si vous êtes encore dans une situation où vous ne pouvez pas diversifier vos partenariats comme bon vous le semble et conformément à vos intérêts, ça veut dire que vous êtes tout sauf un pays. 65 ans après les indépendances aujourd'hui, je pense que l'Afrique a impérativement l'obligation de travailler et de résoudre d'abord ce problème. Et c'est ce que les États de l'AES ont compris. Les États de l'AES ne font rien d'autre que travailler sur la souveraineté de leur État. Toutes les actions qu'ils posent, c'est des actions qui tournent autour de la souveraineté de l'État. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut rien faire sans la souveraineté. Donc, je suis désolé, je pense que la situation congolaise a dépassé le président Tshisekedi. Il est dépassé. Il ne peut pas apporter la solution à ce problème-là. Rendu à son 2e mandat, il a montré ses limites. Le Congo, aujourd'hui, doit prendre sa responsabilité. Quand je parle de prendre sa responsabilité, je m'adresse ici au peuple. Parce que le peuple est la première institution dans un État qui se veut souverain. Le président vient après le peuple parce que c'est le peuple qui fait le président. Donc, il faudrait que le peuple prenne sa responsabilité et travaille pour que la situation change sur le terrain. Parce que je suis convaincu que si le peuple se mêle et décide de prendre en main sa responsabilité,
les choses deviendront différentes sur le terrain. Donc, je suis personnellement rassuré que ce que les présidents Tshisekedi et Kagame font là autour de l'international, les voyages, les négociations, je ne suis pas convaincu et rassuré que c'est la solution au problème congolais. Le problème congolais est plus vaste que ça et ça nécessite qu'on ait à la tête de ce pays-là un leader qui sera conscient des enjeux, conscient, n'est-ce pas, des rouages qui tournent autour, n'est-ce pas, des matières premières et des ressources naturelles du Congo. Il faut se rappeler que les États-Unis, c'est eux qui ont tout fait pour que le président Lumumba ne puisse pas hériter la tête du Congo. Ils ont tout fait et depuis qu'ils ont mis de côté le président Lumumba, tous les présidents qui sont arrivés à la tête du Congo l'ont été par le fait de la CIA. On vous utilise et lorsque vous avez rempli les intérêts de ces puissances-là, on vous jette comme une orange pressée. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et nous sommes en train de constater que le président Tshisekedi est en train de s'inscrire dans cette dynamique-là, dans ce couloir-là, où il est utilisé par les puissances occidentales. Et au moment où il ne sera plus, n'est-ce pas, important, on va le mettre de côté pour le remplacer par une autre personne qui va continuer à faire le jeu. Nous disons que cette situation doit s'arrêter, cette manière de faire doit s'arrêter. Et pour que cela s'arrête, il faut qu'on ait à la tête du Congo un souverainiste, un panafricaniste qui va faire ce que nous appelons une rupture maximaliste avec ces puissances occidentales parce que le mal de l'Afrique